Ok, super. Vous m'entendez? Bon, bien bonjour. Alors, bienvenue à tout bricoleur averti ou en devenir, j'allais dire. Donc là, je vais parler dans cette session d'un retour d'expérience de quelques années de bricolage, de tout un tas de choses. Donc j'ai appelé ça façon do it yourself parce que c'est vraiment le côté bricolage et construction soi-même de proto, de POC et tout ce que vous voulez faire. Juste pour ma petite gouverne, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé un petit peu à faire des choses avec, par exemple, du Raspberry Pi? Oui, il y a déjà du monde. Des microcontrôleurs type Arduino? Ouais, nombreux aussi. Autre chose que de l'Arduino, de Raspberry Pi? Ah, il y a déjà un peu moins de monde. Bon, vous allez avoir des pistes pour aller explorer autre chose que de l'Arduino et de Raspberry. Alors. Ok, alors qui je suis? Bon, voilà, j'ai quelques années, on va dire, de service. J'ai fait aussi du bâtiment. Actuellement, je travaille dans la robotique industrielle, donc des chariots automatisés, donc c'est des gros objets connectés, on va dire. Accessoirement, depuis septembre, ça fait très longtemps que je suis dans le BraceJug, donc c'est le Java User Group de Rennes. Et depuis septembre, je suis maintenant le leader du BraceJug, puisque Nicolas avait pas mal d'autres occupations et recherchait un remplaçant. Je fais également partie de la team du Bracecamp, hein. Donc le Bracecamp, c'est dans 2 semaines. Là aussi, bon, j'en fais la pub, mais ce sera pour l'année prochaine parce qu'on est aussi sold out depuis quelques temps. Et puis vous avez mon handle Twitter si vous voulez me suivre. Donc alors le sommaire il est très simple, hein. Ce qu'on va voir c'est d'abord comment est-ce qu'on quelles sont les briques qu'on va utiliser pour construire, enfin quelles sont les briques que j'ai utilisées, parce que c'est encore une fois quelque chose de très personnel. Quelles sont les briques que j'ai utilisées pour construire, pour développer. Alors, en faisant ce retour d'expérience et les recherches que j'ai fait ont montré qu'il y a des choses qui sont même encore apparues il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en ai rajouté, il y en a d'autres, j'ai pas de retour d'expérience dessus, par contre je les ai vus et j'ai envie de les utiliser, et du coup je vous les ai mis. Et puis pour terminer, tout ce qui est debugger, donc débugger aussi bien du côté hardware que software. Alors pour construire, on va commencer par tout ce qui est cartes, type Raspberry Pi par exemple, des cartes à base d'ARM. C'est des briques de base. Là, je vous en ai montré deux. Alors, les Raspberry Pi, vous avez vu. Les Odroid, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui voient ce que c'est? Ouais. Bon, c'est un équivalent en fait, hein, au niveau des pins et des GPIO, c'est compatible. En fait, ils ont pris le même pinout et en fait, on retrouve aujourd'hui un tas de cartes équivalentes à de la Raspberry Pi euh, pour euh, pour faire des montages similaires. Alors là, on voit que celle-ci, elle est à 1,5 GHz et à 2 Go de RAM, donc on voit qu'on a un peu plus de puissance. L'inconvénient par rapport à l'autre, c'est que vous n'avez pas de Wi-Fi ni de Bluetooth, puisque les dernières Raspberry Pi ont le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. Et puis, c'est pas tout. Il y en a encore beaucoup, 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 beaucoup. Là, je vous en ai ressorti deux au hasard, mais il y en a tout un tas, notamment celle que j'aime bien, c'est la Nanopi. Elle vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Il y a un quad-core dessus aussi. Vous avez vu de la taille. Regardez la taille du connecteur. Vous allez voir la taille de la carte. C'est impressionnant. Dessus, il y a un GPU avec 8 cœurs pour donner une petite idée du niveau d'intégration dans le SoC ARM de ce qu'il y a. C'est assez impressionnant. Et puis vous en avez d'autres versions, comme celle-ci, qui est avec le même processeur, mais des fonctionnalités différentes, notamment du Wi-Fi et du Bluetooth, pour tout ce qui est Orange Pi. Donc toutes ont à peu près aussi les mêmes pinouts. Ils ont tous suivi en fait la même chose que la même organisation des pins que ce qu'il y a sur Raspberry Pi, plus des fonctions complémentaires. Alors les briques de base côté ARM c'est bien, mais c'est parfois pas suffisant et enfin c'est même trop par rapport à ce qu'on veut faire souvent. Et donc on va prendre des choses beaucoup plus petites, ce qu'on appelle des microcontrôleurs. On va juste flasher un bout de programme dessus. C'est dans un coin, ça tient avec une pile ou une petite batterie. Ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et souvent, pour juste un capteur, ça suffit largement. J'allais dire que j'ai pris la plateforme historique là, que j'ai mis en avant, qui est tout ce qui tourne autour des Arduino. Donc c'est effectivement quelque chose d'ultra populaire. Vous avez énormément de librairies, énormément de tutos sur Internet. Donc si vous voulez commencer pour les microcontrôleurs, commencez par là, vous êtes sûr de retrouver quelque chose. Euh, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés depuis quelques temps,
notamment avec du Wi-Fi intégré. Alors celle-ci, ça fait déjà au moins 2-3 ans qu'elle existe, c'est l'ESP 8266 sous tout un tas de formats, dont des pas très chers et bien intégrés, comme le Wimo, que je ne connaissais pas, qu'on m'a fait connaître il n'y a pas très longtemps. Donc il y a tout un tas de packaging, en fait, c'est très... vous cherchez le terme ESP 8266 et vous en allez en avoir partout sur Internet, sur les différents sites de vente. Ils viennent de sortir, c'est Espressif, le constructeur, ils viennent de sortir une version en dual-core, en microcontrôleur également, avec le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. Et alors là, ça explose le XP 8266 en termes de perf et de connexion. Et là, à chaque fois, là, je suis en train de vous parler de deux choses, ça coûte 3-4 dollars l'unité. Donc c'est ridicule le coût que ça représente. Après, avec des packaging divers et variés, vous pouvez monter aux alentours des 10 euros ou ce genre de choses, mais ça coûte vraiment pas grand-chose. Alors, pour que vos montages marchent, alors ceux qui ont dû faire de la Raspberry Pi en version 1, par exemple, comme moi, vous savez très bien que l'alimentation, c'est quelque chose de critique. Donc, s'il y a un retour d'expérience que je peux vous dire, c'est ayez des bonnes alimentations, c'est primordial. Aujourd'hui, on met de plus en plus de choses. La Raspberry Pi 3, par exemple, ça demande 2,5 ampères. Si vous commencez à mettre des choses sur l'USB, les alimentations, c'est super important. Autre chose aussi, ça c'est des choses que j'ai utilisées au fil du temps. Typiquement, des microcontrôleurs aujourd'hui commencent à arriver de plus en plus avec des tensions différentes, et notamment du 3,3 volts. La plupart des alimentations qu'on va voir aujourd'hui sont en 5 volts sur Raspberry Pi. Et donc, ramener du 700 mA, si vous cherchez à avoir ça sur le pin 3,3 volts de votre Raspberry, ça va pas le faire. Donc, prévoyez une alimentation pour ça. Et là, je vous en ai montré deux. Une qui se met directement sur une breadboard. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les breadboards, hein, c'est ces plaques d'essai là, sur lesquelles on peut faire nos montages bricolés. Et donc, cette carte-là vient directement se mettre sur la breadboard et elle vous donne deux rails, entre guillemets, de 3,3 volts et 5 volts. Et du coup, c'est très, très pratique. Et vous pouvez l'alimenter par de l'USB, par ce que vous voulez. Ça coûte rien aussi, hein. Je suis en train de vous parler de trucs qui coûtent entre au maximum 3 euros, quoi. Donc c'est vraiment ridicule. Le convertisseur de tension aussi, DC-DC, ça c'est génial aussi. Vous pouvez vous recyclez toutes vos vieilles alimentations, vous arrivez d'un côté, ça vous convertit à la tension que vous avez demandé. Il y a juste une petite vis à tourner et ça vous donne directement le 3 volts 3 par exemple, si vous voulez alimenter un ESP 8266. Donc c'est vraiment le truc passe-partout comme alimentation. Alors si vous cherchez à commencer, c'est pareil, je vous oriente vers des kits. Cherchez Sensor Kit, ça va vous donner tout un tas des kits complets qui vont vous donner tout un tas d'idées. Et pour commencer, c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez en avoir pour 30-40 euros et vous allez avoir 50 capteurs d'un coup, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment facile. Tout ce qui est aussi, strap, c'est pareil, ça fait partie des choses que vous pouvez acheter de la même manière. Alors là, j'ai pas vu Philippe Charrière, là, mais il m'a inspiré ce slide, histoire de résistance, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. En fait, il a tweeté un truc, c'était ça, il était en train de faire son montage, et puis il dit « Ah tiens, j'ai réussi à faire sur mon Pi 0, je ne sais plus quelle expérimentation il faisait, et puis la question de Sébastien Blanc lui dire « Il n'y a pas besoin d'une résistance sur la LED ?» Alors là, tout un tas de réponses fleurissent pour dire les gars, mettez un à 10 kg, ou alors une LED sans résistance, hein, c'est comme du code sans coverage. Voilà, vous avez ce genre de phrase qui apparaît. Donc, alors, quand on vient du monde informatique, parfois on a des petites sensibilités sur le côté électronique, mais parfois pas toujours. Donc, à quoi ça sert la résistance? En fait, surtout à protéger vos cartes. Moi, ça m'est déjà arrivé de cramer des cartes, hein. Les premières que j'avais, je les payais 80 $. Donc, quand j'ai cramé ma première carte à 80 $, ça fait plus mal que celle qu'on crame à 3 $, quoi. Donc, on fait attention. Globalement, effectivement, c'est de limiter l'intensité, et de faire en sorte que vous ayez protégé soit votre LED de ne pas lui mettre trop d'intensité, ou surtout
de ne pas tirer entre guillemets trop de courant de votre carte pour ne pas flinguer directement la carte sur laquelle vous branchez vos éléments. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir la valeur? Ben, c'est ultra simple. C'est U égale RI, il n'y a rien d'autre à connaître. Ici, je vous ai mis un exemple, c'est juste que la tension aux bornes de la résistance, hein, vous l'avez ici par UA moins VF, pardon, et vous obtenez directement l'intensité que vous voulez laisser passer. Donc en général, ça se calcule en quelques milliampères. Après, le côté, le côté empirique fait que la plupart du temps, moi je pars toujours en général d'une résistance un chouïa trop élevé, souvent 300 ampères, 300 ohms ou ce genre de choses, et puis on descend pour avoir la luminosité qu'on a envie. On estime, voilà, souvent après il y a le côté feeling qui ramène directement cette valeur. Mais commencez par calculer déjà, évaluer, et regardez bien surtout ce que supporte votre carte en intensité de sortie. Et puis voilà, toujours avoir un kit avec soi. Vous avez différents sets tout faits. Le E12, là, c'est parce que c'est des séries avec des valeurs qui sont découpées. Il y en a 12 valeurs différentes, je ne sais plus dans quelle valeur. Enfin, voilà. Vous prenez un package comme ça ne coûte pas bien cher et vous allez pouvoir vous en sortir pour, j'allais dire, presque toute votre vie si vous faites que des bricolages comme ce que je fais. Autre chose importante, ce sont les cartes SD. Alors, qui parmi vous a déjà eu des soucis avec des cartes SD sur Raspberry Pi et autres? Ça ne m'étonne pas. Moi aussi, j'en ai grillé plusieurs. Donc voilà. Par contre, pour pouvoir mieux m'en sortir, entre guillemets, j'ai beaucoup utilisé ces convertisseurs. Et surtout celui du milieu, on voit qu'il y a quelques rayures dessus, parce qu'en fait, je me suis aperçu que les contrôleurs sur les laptops, les contrôleurs directement des lecteurs SD étaient beaucoup plus lents la plupart du temps que les contrôleurs USB. Et quand vous avez envie d'être plus rapide pour aller monter une image sur une carte SD, je vous conseille plutôt le convertisseur USB. Et puis effectivement, les écritures sont limitées. Là, c'est une technologie fragile, les cartes SD. Donc comment on fait pour s'en sortir? On la met en read-only. Donc si vous mettez votre carte SD en read-only au niveau de votre OS, vous allez avoir une longévité largement supérieure quand vous allez même débrancher votre carte un peu à l'arrache parce qu'il n'y a pas forcément le bouton on-off, eh bien ça vous permet de vous en sortir. Moi, la première fois que j'en ai grillé une, c'est parce que de manière naïve, il y a quelques années, j'avais une base de données fichiers, ça devait être du SQLite, quelque chose comme ça, où je mettais de temps en temps des enregistrements dessus. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien de mieux pour flinguer votre carte parce que le fichier s'écrit toujours au même endroit. Donc ça ne tient pas très longtemps. Donc c'est là que j'ai appris à mes dépens, finalement la carte SD c'est pas terrible en termes de fiabilité. Donc comment faire pour la passer en read-only? Alors là je vais vous montrer un exemple sur Raspberry Pi, mais en fait chaque distribution Linux que vous allez utiliser, il y a des petites subtilités différentes. Donc voilà, l'idée, la stratégie c'est toujours la même, c'est d'utiliser un système de fichiers mémoire, TMPFS, pour tout ce qui est fichier temporaire, les logs, tous ces trucs-là, vous mettez ça dans un TMPFS, votre OS il va tourner très bien, les logs c'est pas grave qu'au redémarrage on les ait pas, ça protège votre carte de toute façon. Donc comment on fait? Alors, en général on commence par désactiver le swap. Là je vous ai mis les commandes spécifiques à la Raspbian. Donc, parce que ça peut être aussi une partition et pas un fichier. Et puis pour vérifier, vous avez juste la commande free que vous pouvez faire. En bas, si tout est à 0 sur la ligne swap, c'est que c'est bon, vous avez réussi à le désactiver. Les fichiers temporaires, là je vous ai mis une petite liste vite fait. En gros, c'est vous commencez par supprimer l'ensemble des répertoires que vous voulez passer en temporaire. Et puis vous mettez un lien logique de tout ça vers un /var/tmp et que vous allez après mettre en tmpfs dans le fichier fstab pour monter une partition. Et puis voilà. Côté DNS, alors là c'est une particularité sur aussi, souvent moi je mets des IP statiques, mais si vous avez du DNS, eh bien vous pouvez aussi du DNS qui n'est pas statique, qui vous est donné par le DHCP, eh bien vous pouvez faire ce genre de manip aussi pour mettre dans le /tmp.
Et derrière, du coup, vous allez modifier votre fichier fstable. Ce qu'il faut retenir, c'est le virgule héros au-dessus pour dire c'est en read-only. Et puis derrière, tout est en TMPFS et vous pouvez sizer derrière. Donc ça veut dire que vous allez perdre un petit peu de place mémoire, mais bon, si c'est pour avoir une carte SD qui a une durée de vie améliorée, c'est pas plus mal. Surtout que ça évite de cracher votre montage. Il peut tourner là des mois et des mois comme ça sans souci. Alors, souvent, on a envie quand même de mettre à jour un fixe de sécurité ou quelque chose. Eh bien, en fait, il suffit juste de taper cette commande que vous pouvez éventuellement mettre dans un script bash. Et puis, ça vous monte dynamiquement. Ça repasse en écriture le file system. De manière inverse, vous pourrez revenir au read-only en remettant RO au lieu de RW. Je vais publier toutes mes slides après. Je vois qu'il y a du monde qui prend les photos, mais je vais les publier. Donc, si vous me suivez sur Twitter, vous aurez le lien directement. Donc ensuite, comment on fait maintenant? On a tout ce qu'il faut pour construire, pour que ça tienne dans la durée. Donc pour développer, en fait, moi j'utilise souvent l'IDE Arduino pour les microcontrôleurs. Pour tout ce qui est développement autre que mes microcontrôleurs, mes outils standards du desktop suffisent. Vous prenez votre IDE favori en Java, en C ou ce que vous voulez, et ça suffit. Sauf pour le C, il peut y avoir une toolchain un petit peu pour le GCC, mais bon, bref. C'est pour les outils de développement à peu près équivalent. L'IDE Arduino, c'est un des plus connus. C'est assez simple, en fait, assez simpliste, même j'allais dire. Vous n'avez pas grand-chose à part que la coloration syntaxique. Donc en IDE, c'est plutôt pas forcément très poussé. Donc vous pouvez avoir juste ce genre de choses. Là, j'ai juste mis un peu plus gros. Donc là, typiquement, c'est un programme fait pour ESP8266 que j'ai fait à la maison, où il y a dessus un petit serveur web par Wi-Fi. Donc, pour allumer une LED, j'ai envoyé une requête GET, et puis voilà. Alors, ce qui a été amélioré dans l'IDE Arduino, c'est que, en fait, là, je vous ai dit, c'est un programme ESP8266. Avant, ça ne faisait que de l'Arduino. Maintenant, en fait, dans l'IDE Arduino, ils ont rajouté tout un tas de toolchains. Donc, toolchain, ça veut dire les librairies et tous les compilateurs associés pour compiler du code binaire pour une cible particulière, en l'occurrence ici le ESP8266 que je vous parlais. Et vous pouvez ici télécharger et installer de manière ultra facile. Vous faites clic, installe, et il vous installe le compilateur qui va bien pour pour la bonne carte. De la même manière, vous allez avoir un gestionnaire de librairie. Plutôt que de prendre un zip, de le dézipper, de le mettre dans le bon répertoire, de faire ce qu'on faisait avant avec l'IDE Arduino, bien maintenant, en fait, vous avez un système de download de bibliothèque qui est très pratique. Mais ça reste quand même assez rudimentaire comme IDE. Il y en a un qui vient de sortir, il n'y a pas très longtemps. Ça fait partie des choses que je n'ai pas utilisées beaucoup, donc je ne peux pas vous donner beaucoup de... Mais par contre, ça me plaît énormément. C'est pour ça que je l'ai mis. Est-ce que c'est un Arduino IDE Killer? Je ne sais pas. Mais en fait, il y a une plateforme complète et qui est beaucoup plus riche en termes de plateforme supportée, puisque ça va supporter également du ST Micro, enfin tout un tas d'autres microcontrôleurs. Et en fait, c'est à base de la manière dont c'est construit, c'est d'abord une CLI. En fait, le Platform IO Core, c'est une ligne de commande pour compiler, pour faire l'équivalent d'un make. En fait, ça va télécharger tout seul les boards que vous allez supporter, etc. Et puis, il y a plein d'intégrations diverses et variées dans les IDE, et notamment eux, ils fournissent un package pour Atom. Et donc, vous avez ce genre d'IDE, où là, vous commencez à avoir de la complétion et tout un tas de choses que finalement, c'est un IDE, quoi. Donc, c'est plutôt très, très pratique. Et j'ai mis aussi que c'était dispo dans beaucoup d'IDE. Vous pouvez le rajouter dans Eclipse CDT, dans l'équivalent d'IntelliJ, là, c'est Lion, l'outil C++ de JetBrains. Et donc, ça supporte NetBeans aussi et tout un tas d'autres IDE. Donc, je vous conseille, si vous voulez tester, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous voulez pas trop faire de C, ça c'est parce que le microcontrôleur, en général, on fait plutôt du C. Si vous voulez éviter de faire du C, il y a des firmware qui existent, qui sont des binaires tout faits que vous allez pouvoir mettre directement sur vos microcontrôleurs.
Donc là, je vous en montre un des plus connus qui est Firmata. En fait, c'est un protocole sur le lien série qui permet de lire à distance, entre guillemets, à travers le lien série, qui permet de lire les entrées-sorties, de piloter tout ce qu'il y a sur la carte. Et il y a de nombreuses librairies disponibles. Donc vous allez en avoir en Java, en Go, en JavaScript, etc. Donc en fait, vous pouvez rester avec vos softs et votre langage de haut niveau, entre guillemets, et ne pas vous préoccuper de choses bas niveau comme du C, vous avez juste à plugger les deux éléments ensemble. Après, c'est également sur ce genre de firmware que se basent d'autres frameworks comme Johnny 5 par exemple. Alors, je ne vais pas en parler trop parce que je ne vais pas avoir de temps, mais il y a quelques frameworks qui utilisent derrière Firmata. Côté USP 8266, ben, comme on en a plus sur la pédale, entre guillemets, comme puissance au niveau du microcontrôleur, vous allez retrouver des firmwares beaucoup plus évolués qui vont même intégrer des interpréteurs de scripts. Donc typiquement, NodeMCU, c'en est un pour ESP 8266, ça vous permet de faire ce genre de script directement. Ce sont des scripts Lua directement intégrés sur votre microcontrôleur. Donc ça devient très très facile à utiliser. Bon, ça m'est arrivé de l'utiliser, mais en fait j'ai arrêté parce que je commençais à avoir un montage qui était complexe et quand on commence à intégrer plein de librairies, en fait le firmware lui-même et l'interpréteur commencent à prendre une certaine place mémoire, donc ça vous limite quand même après sur votre programme. Donc après c'est à utiliser en fonction de l'usage que vous voulez, mais c'est quand même assez intéressant pour faire quelque chose d'assez rapide. Et puis il y en a d'autres. Vous avez, si vous préférez du Python, il y en a un qui s'appelle MicroPython, qui cible différents microcontrôleurs. Et il y en a même en JavaScript. Donc si vous voulez faire du JavaScript sur l'ESP32 ou 8266, vous allez pouvoir trouver Espruino et vous allez pouvoir coder en JavaScript directement. Et Java dans tout ça, en fait Java on ne va pas trop le retrouver là sur les microcontrôleurs, mais par contre sur les cartes ARM, on va les retrouver et par contre il faudra bien choisir son JDK. Alors maintenant c'est assez facile, mais il y a 4-5 ans c'était déjà plus difficile de trouver des JDK pour ARM. Aujourd'hui moi j'en vois deux qui sont intéressants. C'est le Java SE d'Oracle, le standard j'allais dire. Et puis depuis quelque temps, Azul offre un build OpenJDK qui s'appelle Zulu Embedded et qui est très très intéressant, d'autant plus qu'il l'accompagne d'un autre outil, d'une autre librairie qui est standard Java, qui est un projet OpenJDK qui s'appelle Device.io. Et c'est le seul build que j'ai trouvé. Il y a quelques temps, j'avais essayé de compiler, j'avais abandonné parce qu'il n'était pas super facile à compiler, ce module. Et du coup, ça permet quand même de faire pas mal de choses en Device.io. Et là, vous avez un binaire complet avec des exemples. C'est ce qu'ils appellent le Zulu Device API Kit. Et donc, ça vous permet de faire du lien série, d'I2C, etc. Enfin, tout ce que peut vous offrir et tout ça en full Java. Quelques alternatives. Alors, on va retrouver P4G, qui est l'alternative la plus connue. Qui a déjà utilisé P4G sur Raspberry Pi, c'est celle qui est la plus connue. Mais en fait, comme c'est basé sur un programme C qui s'appelle YingP, il y a eu des déclinaisons aussi de cette librairie YingP pour avoir la même API sur d'autres plateformes. Et donc, on va retrouver depuis la dernière version de P4G, je crois que c'est la 1.1 ou la 1.2, je ne me souviens plus de la version. En fait, on va retrouver une notion de plateforme et vous allez pouvoir utiliser P4G sur d'autres plateformes que Raspberry Pi. Pour peu que... alors après, il peut y avoir quelques limitations. Typiquement, Android est supporté par P4G, par exemple. J'ai dû utiliser ça l'année dernière ou il y a 2 ans, il me semble, dans un des talks que j'avais fait aussi ici à Devox. Alors, si vous avez envie, vous pouvez aller plus loin. Et là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué de récupérer des librairies C existantes et de faire un lien avec votre programme Java en JNI ou JNA. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà fait un peu de JNI? Ça va, ça n'a pas été trop difficile?
En général, voilà, il y a des notations en plus quand on génère à partir du fichier H. Il y a des choses pas simples. Moi, je me suis amusé à lire, à lire des morceaux de spec. C'est assez épais et on peut faire énormément de choses. Mais par contre, c'est clairement pas facile à faire. Il y a quelque chose d'intéressant en Java qui arrive, qui s'appelle le projet Panama. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler du projet Panama? Ouais. Donc j'en ai discuté hier soir avec Rémi Forax, qui me disait que ça allait probablement arriver en Java 10. Il y a eu une démonstration faite à Devoxx en verse par Brian Goetz en keynote en novembre dernier. C'est plutôt sympa parce que globalement, vous donnez un fichier H et ça se débrouille tout seul. Vous avez directement l'API du fichier H en fait en Java sous forme d'une interface. Vous n'avez plus qu'à à utiliser. Donc en fait, ça génère directement tout le boilerplate, j'allais dire, et c'est super, super sympa. Alors maintenant, j'attends ça avec impatience pour pouvoir le tester. Je ne sais pas quand ça va arriver. Java 9 n'est pas là, on parle déjà du 10, donc il y aura peut-être des builds où on pourra tester ça. Et puis l'autre alternative, c'est celle que je suis en train de tester, qui n'est pas très facile non plus. C'est de se coder soi-même un driver Linux, un module. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont commencé ou qui ont fait ce genre de choses, des drivers Linux Donc, vous me confirmez que ce n'est pas forcément super facile. Moi, je le fais dans une VM parce que c'est dangereux. On peut faire des choses, là, quand on commence à être dans le kernel space, on peut faire des choses dangereuses. Donc, aujourd'hui, on a des outils où, dans le pire des cas, on flingue sa VM. Parce que si vous vous plantez, comme vous êtes avec des pointeurs et autres, si vous allez dans des zones mémoire que le kernel, voilà, vous êtes en route, il n'y a aucun contrôle, rien, donc potentiellement ça peut être dangereux. Débugger, c'est pas facile. Vous êtes avec des choses. Là, pour l'instant, les seules choses que je fais, c'est des print-k. En fait, c'est des choses qui vont mettre dans un fichier kern.log. C'est clairement pas facile, mais c'est assez intéressant. Dans tous les liens que j'ai mis à la fin de mes slides, il y a un lien qui est vraiment intéressant si vous voulez faire des modules Linux. C'est le Linux Kernel Module Programming Guide. Il y a un gars ou deux qui maintiennent un repo GitHub à jour avec les noyaux Linux, parce que là aussi c'est pareil, ça évolue. Donc en fonction des versions de noyaux que vous allez avoir, il peut y avoir des choses qui ne marchent pas. Et donc c'est plutôt assez bien fait. Et donc le module Linux, sur le type de module Linux que j'utilise, c'est ce qu'ils appellent le character device, là, qui permet d'offrir une API sous forme de fichier virtuel. Donc en fait, quand vous faites un programme Java ou n'importe quel autre, même du Bash, c'est juste des fichiers. Donc en fait, vous avez un échange, une interface avec votre module qui est juste une lecture-écriture de fichiers et ça devient ultra simple. En l'occurrence, le module sur lequel je travaille, c'est pour ma sonde de température externe de ma station météo que je cherche à capter les signaux via un petit composant radio, et donc c'est juste pour décoder les trames. Et là, comme il y a des timings très précis, le faire au niveau du noyau, ça permet d'avoir plus de facilité, on va dire. C'est plutôt le genre de choses faites par un microcontrôleur habituellement, où là les timings sont sont respectés beaucoup plus facilement. Donc là, j'ai vu la partie maintenant développée. On va passer sur la partie débuggée. Donc aujourd'hui, quand vous avez une panne réseau sur un Raspberry Pi déjà, si vous faites tout par SSH, c'est pas suffisant. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, en tant qu'organisateur de conférences, des gens me posaient des questions. Est-ce qu'il y aura du réseau ou pas, etc. Je me dis, pas besoin de réseau. Toutes les cartes ont un lien série disponible. Donc en fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle carte. Et, pardon. Et donc, vous avez une console texte directement disponible sur la plupart des cartes que vous avez. Sauf si vous allez les désactiver, mais par défaut, sur Raspberry Pi, par exemple, c'est déjà activé. Donc, comment ça se passe ? En fait, vous avez juste un endroit, si vous regardez sur n'importe quelle carte que vous allez avoir, le TX, RX et Ground, en fait, c'est là-dessus que vous allez vous plugger et vous allez utiliser ce genre de convertisseur
un convertisseur USB. Là, il y en a un, c'est celui qui est avec le long fil, c'est le convertisseur Adafruit standard. Sinon, vous avez un tas de convertisseurs divers et variés. C'est pareil, ça coûte pas grand-chose. Hein, allez, 2 euros et vous l'aurez payé très cher. Donc, en fait, c'est vraiment ultra accessible. La seule chose que vous ayez à faire, c'est ce genre d'outil à utiliser, Screen par exemple, sur Linux ou Minicom. Par défaut, la plupart du temps, ils sont en 115 200, donc vous indiquez juste le port USB. Bon, quand je développe sur ce genre de choses, je suis plutôt sur du Linux, mais si jamais vous êtes sur du Windows, il y a d'autres outils, comme Putty. J'en ai vu d'autres aussi qui sont... parce que Putty est le plus connu pour le côté SSH, mais il sait aussi faire console sur du lien série. Et il y en a d'autres qui sont spécialisés aussi sur les liens série. Et ça vous permet surtout d'avoir tous les messages de boot. Donc vous avez ce genre de choses. Et typiquement, si vous êtes avec du réseau, vous dites ah zut, c'est le DHCP qui n'a pas marché ou quoi que ce soit, vous ne savez rien, alors que là, vous êtes à l'aveugle, alors que là, vous branchez sur le port série, vous avez tous les messages. Alors après, ça se complique. Là, on était sur des problèmes soft. Maintenant, on va passer sur des problèmes hard. Donc là, c'est plus compliqué. Donc on peut commencer par ce genre d'outils, mais vous allez être vite limité. Parce que là, vous allez regarder, est-ce que j'ai 3 volts, est-ce que j'ai 5 volts, est-ce que j'ai... Mais si vous êtes en train de regarder sur un bus ou quelque chose comme ça, ben, voilà, ça voit une tension, mais une tension fixe. Donc si vous voulez au-delà, ben, va falloir aller sur ce genre d'appareil. Ben, là, si vous faites ça dans votre garage, va falloir aussi aligner les sous. C'est pas forcément, comment dire, super accessible. En général, c'est plusieurs centaines d'euros pour les premiers prix, j'allais dire. Par contre, moi, j'ai du coup pris ce genre de choses. Vous en avez aujourd'hui des portatifs qui coûtent largement, qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont la plupart en dessous des 100 euros. Et donc, en général, un canal, ça suffit. Allez, 2 éventuellement, mais vous allez réussir à avoir ce genre de choses. Ça vous prend des screenshots, c'est en USB, enfin ça marche plutôt pas trop mal. Pas toujours facile à utiliser, mais ça marche pas mal. Et puis si vous avez encore l'esprit un peu plus bricoleur, alors vous pouvez faire ça. J'ai un collègue de boulot qui a fait ça. Vous le montez vous-même jusqu'au bout on est jusqu'au bout du do it yourself. Hein. Vous prenez votre fer à souder et ça fonctionne. En fait, la plupart du temps, c'est un microcontrôleur. C'est souvent du Cortex ARM qu'il y a dessus et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est quasiment l'équivalent du précédent, sauf que ça, vous l'avez à 20 euros ou 25 euros, quoi. Donc c'est vraiment accessible d'avoir son petit oscilloscope à la maison. Donc maintenant, j'allais dire, j'ai pris un petit peu d'avance. Là, j'étais un peu stressé, j'ai été vite, mais ça va laisser de la place pour j'allais dire pour les questions. Juste ici, je parcours vite fait, mais vous allez avoir tous ces liens disponibles. Je vous ai mis les liens pour les cartes Odroid, NanoPi, OrangePi, des infos sur des liens dont je n'ai pas parlé, mais ilinux.org, là c'est un site qui est assez intéressant pour plein d'autres cartes. Je vous ai mis tout ce qui concerne aussi les ESP, donc le site officiel Espressif, un super site pour les ESP32, là, où il y a tout un tas de liens, notamment pour savoir où acheter les cartes et qu'est-ce qu'il y a comme packaging. Tout ce qui est Node MCU, site de news Acadé, qui est super sympa. Si vous voulez avoir des choses sur les résistances, d'où j'ai sorti tout à l'heure le schéma, c'est de ce site-là. Et puis, vous allez aussi avoir tout ce qu'il faut pour plateforme I/O, Zulu Embedded et le site GitHub, le repo GitHub, si vous voulez aller un peu plus loin dans la programmation de modules Linux. Eh bien, merci.